Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus sur Sud Radio, les vraies voix avec Philippe David jusqu'à 19h. Ça va mon Philippe? Bon, ça va ma Cécile, vous avez l'air en forme. Ah bah écoutez, très bien, moi je suis très heureuse. Voilà, dans ce beau studio avec nos beaux éditorialistes du jour. En tout cas, on est ravis. Vous connaissez ce numéro de téléphone 0826 300 300. Vous pouvez bien entendu vous abonner à la chaîne puisque vous pouvez nous regarder aussi pendant que vous nous écoutez. Merci de votre fidélité puisqu'on ne vous le dit pas assez, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait chaud au cœur. Allez, au sommaire de cette émission, on va revenir sur l'offensive du Hamas contre Israël qui a amplifié les tensions dans la région du Proche-Orient et qui alimente des soupçons sur le rôle de l'Iran et du Hezbollah. François Hollande a affirmé que le Hamas n'aurait pas été capable de lancer une telle attaque sans le soutien prolongé de l'Iran. Cette situation suscite des inquiétudes croissantes parmi les observateurs qui redoutent une aggravation du conflit régional. Oui, Cécile, absolument. Israël subit des frappes depuis le nord avec le Liban, depuis le sud avec la bande de Gaza. Est-ce qu'on peut envisager, est-ce qu'on doit envisager une intervention militaire terrestre au nord et au sud, ou au nord ou au sud? Si jamais les propos de François Hollande sont avérés et que l'Iran est impliqué, va-t-on vers un conflit direct entre l'État hébreu et le régime des Mollahs? Et quelle sera la réaction des autres pays arabes? Faire exploser les prix du pétrole comme il y a 50 ans? Venez réagir au 0826 300 300. Et donc à cette question, craignez-vous l'embrasement du Proche et du Moyen-Orient? Vous dites oui à plus de 80%. Et le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h30 suite à l'attaque du Hamas contre Israël. La France insoumise est sous les feux des critiques pour ne pas avoir fermement condamné les actes du Hamas. Jean-Luc Mélenchon a critiqué le CRIF après cette marche de solidarité pour l'Israël à Paris. En réponse, le président de l'organisation juive a traité le chef de file des Insoumis d'ennemi de la République. Philippe. Oui, nous ne changerons pas d'un iota notre position qui est celle des partisans de la paix, a déclaré la patronne des députés Insoumis, Mathilde Panot. Est-ce que pour vous les ambiguïtés de LFI vont trop loin? Est-ce que pour vous le PC et le PS doivent se détacher de la NUPES? Vous avez peut-être entendu ce matin Léon Desfontaines pas tendre avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pensez que LFI est devenu aujourd'hui infréquentable? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et à cette question sur notre compte Twitter, vous dites oui à 75%. On vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300, c'est le numéro pour débattre sur cette plateforme d'opinion et de débat. 0826 300 300. Bienvenue, c'est les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et pour nous accompagner pour cette émission jusqu'à 19h, Philippe Bilger est de la partie comme tous les jours. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir chers amis. Est-ce que vous vous acclimatez bien à cette nouvelle position? Je vais dans le registre de la seconde heure hier, décontracté. Voilà, décontracté. Françoise Degault, éditorialiste Sud Radio et LCI. Bonsoir Françoise. Oh là là, bonsoir. Voilà. Minibus, omnibus, je vous salue, j'adore. Maintenant, j'adore mes jeux de mots idiots. Oui. Minibus, omnibus, c'est joli. C'est très beau, c'est très romain. Ça nous va bien, ça nous va bien. J'adore cet endroit. Mais qui roule. Oui. Voilà, omnibus et minibus qui roulent. Et avec nous, François de Rugy, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Président, bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans ce nouveau studio, nouvelle ère. Vous le trouvez comment? Magnifique. Il vous va bien. Il vous sied à ravir. Est-ce qu'on peut rappeler qu'on a des jardins et qu'on a des endroits super pour fumer? Je dis ça, je dis rien. Oui, malgré ses titres, il accepte de se commettre avec nous. Ouais, il est formidable. Et en plus, l'adresse, c'est la rue des Enfants du Paradis. Oui, c'est beau. C'est ça. C'est le paradis, vous avez bien raison. Je sens qu'on change d'air. Peut-être qu'il faudrait changer les animateurs. Je blague, Je rêve, c'est une tentative de coup d'État. Voilà, vous avez vu, mais on peut changer les éditorialistes aussi. Avant, c'est une tentative de déstabilisation, mais on fera comme si de rien n'était. Le changement dans la continuité. Ouais. Ça a eu du succès à une époque. Qu'est-ce que vous êtes hollandais, vous, alors? Non, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Je sais, mais c'est du hollandais pur sucre aussi. Allez, 0826 300 300, puisque chaque jour vous nous laissez des messages. C'est pas facile de choisir. Et ben là, on a pris le premier, comme ça on n'était pas obligé de choisir. Allez, et on part en Haute-Garonne. Écoutez. Salut Sud Radio, c'est Dusk qui appelle depuis Iran à propos de la flambée des prix suite au conflit Hamas-Israël. Bien sûr que les prix vont augmenter. S'il y a moyen de se faire un peu de blé, on va pas se gêner quoi. Surtout qu'on le sait, Israël est le producteur mondial de pétrole et le Hamas le second. Tout ça me fait penser un peu à l'inflation. Quand on sait qu'elle est globalement spéculative, ne changeons rien, parce que là c'est quand même pas mal. On est au sommet. Et je vous fais des bisous, je vous aime, faites gaffe à vous, et à plus, ciao.
Merci Dust. Alors de Iran, pas de l'Iran, parce qu'on n'a pas bien compris. Est-ce qu'on peut dire qu'Israël ne produit pas une seule goule de pétrole absolument. Et le Hamas encore moins? Oui. Je pense que c'était ironique. Non, oui, mais c'était ironique. On a bien compris, mais c'est pas la vraie raison. Non, mais c'est bien de le rappeler quand même. Non, mais pour les gens qui peuvent prendre ça au premier degré, j'explique bien sûr que voilà. Mais c'est bien. Les gens, on sait dire à quel point ce conflit, comme toujours, a des répercussions directes dans l'opinion française, qui n'est jamais indifférente à ce conflit. Elle s'empare de ce conflit, elle en fait de la politique, elle comprend. Les Français sont souvent d'ailleurs bien plus intelligents que les gens qui les dirigent. Et c'est vrai qu'on est très impacté en France aujourd'hui sur ce type de conflit en fait. Oui, je crois il y a toujours une sensibilité particulière en France à ce qui peut se passer en Israël. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont d'ailleurs, on peut dire, franco-israéliens. Parfois on dit la communauté juive, mais au-delà de cela, qui est une réalité, et nos compatriotes qui sont de confession juive ou de culture juive, parce que c'est pas toujours religieux, et bien évidemment dans ces moments-là se sentent d'autant plus touchés qu'ils ont souvent une personne de leur famille en Israël, et donc souvent on connaît aussi ça. Au-delà de ça, juste par rapport à ce que disait l'auditeur aussi juste avant, il y a, je pense, dans la mémoire collective française et même au-delà, dans le monde, l'idée qu'en effet il peut y avoir un choc pétrolier, c'est-à-dire des conséquences qui n'ont rien à voir, en effet, avec le conflit à la fois territorial, religieux, politique entre Israël et la Palestine. Ça peut avoir des conséquences mondiales dans le domaine de l'énergie, par exemple. Un petit mot, Philippe. Et l'impact dépasse, vous avez raison, Cécile, très largement ce qu'on a connu dans les dernières années, même avec ce conflit qui dure. Absolument. Parce qu'on parle de la communauté juive, 600 000 franco, 600 000, mais pourquoi est-ce que ça impacte toujours la France? Parce que nous avons une des plus grandes communautés d'origine musulmane et une des plus grandes communautés d'origine juive en Europe. Voilà pourquoi chacun s'empare de ce sujet. C'est l'irruption de la barbarie dans la politique, tout de même. Allez, on n'a pas le temps de faire un débat malheureusement, mais on reparlera de ce sujet dans quelques instants. Et au 0826 300 300, Emmanuel qui nous appelle de Suresnes. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, merci de me donner l'opportunité de parler avec vous. Eh ben merci à vous. Merci à vous, oui. Un coup de gueule peut-être. Oui. Alors franchement, moi je suis en colère. C'est un sujet très franco-français. D'accord. J'ai une amie, Esther, qui a un restaurant sur l'esplanade de la Défense, un restaurant japonais. Ça fait 10 ans qu'elle se démène. Elle a investi, emprunté, s'est endettée jusqu'au cou pour développer ce restaurant. Elle fait travailler au total presque une vingtaine de personnes. Sauf que est tombée la catastrophe du télétravail qui fait que beaucoup d'entreprises des tours de la Défense ont diminué la surface qu'elles occupent. Elles ont d'autres s'en vont là, des cabinets d'audit célèbres notamment, des cabinets de conseil. Et le résultat pratique, c'est que la situation financière de cette pauvre Esther est catastrophique. Et elle n'est pas la seule. Sur toute cette dalle de la Défense et même les commerces des quatre temps, ça ne va pas du tout. Et ça va être de pire en pire, visiblement. Oui. Ça va être de pire en pire, mais moi, si vous voulez, tout ça, c'est les conséquences, naturellement, de la crise du Covid avec le télétravail qui est venu derrière. Mais enfin, l'URSSAF pourrait avoir un minimum de compréhension, mais pas du tout. L'URSSAF se montre d'une cruauté. Mais on leur dit, mais vous savez, c'est pas grave, vous quittez vos magasins, vous les abandonnez. Bien sûr, vous allez perdre tout ce que vous avez investi, vous restez avec vos dettes, mais vous allez pouvoir trouver un petit boulot dans un magasin, vous allez voir. On leur tient des propos hallucinants. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, de proprement scandaleux dans la façon dont on traite en France Si votre question était de savoir si l'URSSAF a du cœur, j'ai l'impression que non. Mais le rôle de l'URSSAF n'est pas non plus d'être compassionnel. À partir du moment où on prend les choses au singulier, il devient très difficile d'administrer. Je suis d'accord, sans être d'accord, parce que je pense par exemple que les impôts, vous pouvez discuter avec les impôts. Il y a vraiment deux poids, deux mesures, là, pour le coup. Avec les impôts, vous pouvez discuter. Avec l'URSSAF, c'est quasiment impossible de discuter avec l'URSSAF. Je comprends, il faut payer le modèle social, etc. Mais il y a quelque chose de très complexe, je trouve, avec l'URSSAF. Ils n'ont pas le téléphone, l'URSSAF. Oui, Françoise Degois vient de le dire. Il faut quand même rappeler aux auditeurs que les cotisations payées à l'URSSAF servent à financer la protection sociale. C'est pas évidemment quelque chose qui est fait juste pour recouvrer des cotisations. Après, on peut s'adapter.
C'est pas facile. Alors, il y a beaucoup de secteurs d'activité, d'ailleurs, qui, quand ils sont en difficulté, obtiennent des reports de charges. On dit, c'est les pêcheurs, par exemple, actuellement. Aussi. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait penser que sur une zone comme celle-là, il y a une mesure de ce type-là. Eh ben, vous restez avec nous, bien entendu. Vous êtes notre vraie voix du jour, Emmanuel. Et vous allez jouer au qui c'est qui l'a dit. Oui, 0826 300 300. Dans quelques instants, le réquisitoire de Philippe Bilger. On va parler de quoi, Philippe? Les actes antisémites augmentent en France. On va en parler dans quelques instants. Ce numéro est le vôtre, on vous attend jusqu'à 19h. Bienvenue à tous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver comme tous les jours de 17h à 20h et à 19h avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, et François de Rugy, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Vous pouvez bien entendu, par ce numéro 0826 300 300, commenter l'actualité avec nous. On vous souhaite la bienvenue. Allez tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir, monsieur le procureur, contre les actes antisémites qui se sont multipliés depuis samedi et l'attaque du Hamas contre Israël. Oui, parce que, évidemment, je ne pouvais pas éviter de parler d'un tel sujet aujourd'hui, même si on l'a un petit peu effleuré hier déjà. Déjà, j'ai été frappé dans la criminalité ordinaire que parfois il y a une sorte de contagion criminelle qui fait que, après un crime odieux, des gens, des citoyens, probablement évidemment déséquilibrés, commettent comme par une sorte de mimétisme les mêmes crimes. Mais là, il y a quelque chose de plus grave. Dans un quotidien, on a parlé du fait qu'on est passé de la sidération à l'invasion, et très classiquement et très tragiquement, lorsqu'il y a des actes comme ceux qui ont été commis par le Hamas, au lieu d'aboutir en France à une sorte d'apaisement pendant quelque temps consensuel, c'est l'inverse qui se produit, et on multiplie les actes antisémites comme si chacun en France était tenu de choisir un camp, et en l'occurrence celui du Hamas d'une certaine manière, et de la haine des Juifs. C'est là-dessus que porte mon réquisitoire. Françoise Degois. Je suis d'accord avec Philippe Bilger. Je dois dire que hier, pour des raisons personnelles, moi je ne pouvais pas, j'avais une réunion, en fait je pouvais pas aller à la manifestation du Trocadéro. Je l'ai bien sûr regretté, parce que de tout mon cœur je voulais aller à cette manifestation, mais tous mes copains qui étaient à cette manifestation m'ont dit, en gros, il y avait très peu de gens hors de la communauté juive, et c'est ça qui m'inquiète terriblement. Je me souviens de la manifestation en l'honneur de Ilan Halimi. Eh bien, c'était exactement pareil, et je le regrette profondément. Quand on voit la barbarie commise en Israël, on va monter à 1000 morts, même au-delà, parce qu'on est incapable de chiffrer pour le moment. Eh bien, il est inimaginable qu'il y ait une forme de réplication, en tout cas de réplicante et de copycat, diraient les tueurs et les serial killers, et pourtant c'est le cas. Et je dois dire que s'inscrit là-dedans, et j'inscris dans ma critique très forte, et je sais très bien que ça ennuie un certain nombre de mes amis de gauche, la non-condamnation formelle des actes du Hamas, aussi par des formations politiques qui ont un poids très important. François de Rugy, on a entendu Philippe Bilger dénoncer l'antisémitisme en France. Moi, j'ai vu une vidéo qui m'a effaré devant l'Opéra de Sydney, des gens qui criaient « Gazez les Juifs ». Mais à Londres aussi, mais vous n'avez pas vu la manifestation de Londres, c'est exactement pareil. J'ai vu Sydney, j'ai pas vu Londres, je vous l'avoue. Londres, c'était une marée humaine en l'honneur du Hamas. Est-ce que quelque part... il faudrait pas mettre quand même certaines limites à la liberté d'expression, ou embarquer les personnes au poste de police qui tiennent ce genre de propos courant de Popolo? En tout cas, ce que vient de dire Philippe Bilger est d'autant plus inquiétant qu'on a souvent dit les violences antisémites, les actes antisémites ont tendance à monter quand il y a des tensions en Israël, en Palestine, des intifadas, etc. Et là, en fait, quand on regarde les statistiques, c'est une montée régulière depuis plusieurs années. Et c'est finalement en dehors de l'actualité. Malheureusement, avec l'actualité dramatique qu'il y a aujourd'hui suite aux attentats terroristes du Hamas en Israël, ça risque encore d'empirer. Moi, je crois que la seule réponse face à ça, c'est de mener évidemment la bataille politique, donc la clarté politique dans la condamnation, éducative aussi. Plus que jamais, il faut à la fois
expliquer, transmettre l'histoire de l'Holocauste, du génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les écoles, les collèges et les lycées, mais au-delà de ça, de ce que ça veut dire l'antisémitisme, et puis judiciaire. Il faut une réponse judiciaire qui condamne plus fermement et plus systématiquement tous ces actes, comme les actes d'ailleurs, bien sûr, racistes, anti-musulmans, etc. Merci beaucoup. Et puis on voulait faire un point sur la situation en Israël quelques jours après l'attaque du Hamas. Et on est en direct de Tel Aviv avec Benjamin Touati, consultant Elnet France en relations internationales. Benjamin Touati, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Bonsoir. Bonsoir. On voulait faire un point avec vous après quelques jours où le pays est en train de se réorganiser et de tenter de peut-être de survivre après ce qui s'est passé. Oui, il y a eu, pour être complètement honnête avec vous, il y a eu 24-48 heures de choc absolu où la population a été très choquée de cette attaque très barbare. Je vous rappelle que ça arrivait donc samedi matin, ça a démarré samedi matin, jour de fête en Israël, qui venait clôturer les fêtes de Sukkot, qui est une fête importante ici, qui fait partie des 3 fêtes de pèlerinage, et pendant le jour du Shabbat. Donc ça a démarré samedi matin et on n'a pas mesuré en fait tout de suite l'ampleur du désastre. Et il y a eu vraiment deux jours d'un choc terrible. Et aujourd'hui, on a un sentiment qui est différent. J'ai aujourd'hui participé à quelques briefings et j'ai visité des localités du sud d'Israël où des massacres ont été perpétrés. Il y a une reprise du contrôle absolu des forces de sécurité dans le sud d'Israël et une organisation qui va être différente maintenant pour remettre de l'ordre dans tout ça. Ouais. Philippe Bilger. Benjamin Touati, confirmez-vous que les atrocités qui ont été commises ont évidemment aujourd'hui forgé une sorte de consensus et que toutes les forces politiques israéliennes sont prêtes à l'unité nationale? Je ne peux pas vous dire que toutes les forces politiques sont prêtes à l'unité nationale, mais j'ai rencontré aujourd'hui plusieurs responsables politiques imminents de partis essentiel en Israël. Il y a une volonté de s'unir dans un gouvernement d'union nationale ou même de soutenir de l'extérieur le gouvernement pour aller au bout de cette guerre parce que nous sommes en guerre aujourd'hui. Benjamin, bonjour. On sent bien, on en parlera tout à l'heure, que de toute façon les comptes se régleront après parce que beaucoup de questions se posent sur la défaillance notamment des services de renseignement. Moi, ce qui me frappe, je connais bien cette région, je vais souvent en Israël, c'est la première fois, je voulais que vous me le confirmiez, que j'ai toujours vu les Israéliens continuer de vivre. Je me souviens que tous les bars étaient quand même ouverts à Tel Aviv malgré les attentats parce qu'on continue de vivre inlassablement, c'était ça. Il faut continuer de vivre. C'est la première fois que j'ai vu ce pays, et je ressens ce pays marquer un temps d'arrêt. Est-ce que vous le confirmez? Dire pour mesurer le traumatisme national. Oui, simplement, c'est un peu vrai ce que vous dites, à la différence que par le passé, on a eu des actes, en tout cas dans les 30 dernières années, malheureusement, on a été habitué, le peuple juif et le peuple d'Israël est effectivement un peuple extrêmement résilient, où on a appris à vivre avec ces actes terroristes depuis des années, et il y avait une forme de retour à la normale extrêmement rapide après différents actes terroristes. Ça pouvait prendre quelques heures seulement pour revenir à la normale. Aujourd'hui, on est dans une situation qui a complètement changé. Le choc est terrible. Les Israéliens ont été choqués, mais après ces 2 jours de choc, aujourd'hui, il y a une volonté d'avancer, de justement pas revenir à une situation comme elle l'était avant ce samedi matin, et de pouvoir éliminer les menaces qui existent sur Israël pour pouvoir justement avoir une vie normale sur du long terme pour nos enfants et nos petits-enfants et les générations qui vont venir derrière.
Merci beaucoup Benjamin Toiti, consultant Elnet France en relations internationales, pour votre témoignage. On va y revenir d'ailleurs dans quelques instants avec cette question: craignez-vous l'embrasement du Proche et Moyen-Orient suite aux attaques contre Israël? Le Hezbollah revendique plusieurs tirs contre Israël. Va-t-on vers un nouveau front qui va s'ouvrir? 0826 300 300. On fait une petite pause, on revient dans quelques instants. Tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver tous les jours de 17h à 19h avec aujourd'hui autour de la table Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois et François de Rugy, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Et vous au 0826 300 300, vous souhaite la bienvenue. Tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et donc l'attaque du Hamas contre Israël a exacerbé forcément les tensions au Proche-Orient, renforçant les doutes sur une possible implication de l'Iran et du Hezbollah. François Hollande a clairement indiqué que selon lui, le Hamas n'avait pas pu mener cette offensive seul, sans appui considérable de l'Iran. L'inquiétude monte forcément et on anticipe une escalade du conflit dans cette zone déjà très instable, Philippe. Oui, Israël subit des frappes au nord depuis le Liban, au sud depuis Gaza. Est-ce que l'État hébreu va devoir mener des opérations terrestres? Si l'implication de l'Iran, évoquée hier par l'ancien président de la République François Hollande, est confirmée, va-t-on vers une guerre directe, frontale, entre l'État hébreu et le régime des Mollahs? Est-ce que pour vous, les pays arabes vont réagir comme il y a 50 ans en faisant flamber les prix du pétrole? On attend vos témoignages au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Christian Mallard, est avec nous, consultant diplomatique international sur I24 News. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord un tour de table, si vous le permettez, avec Philippe Bilger, cette menace d'escalade, Philippe Bilger. Bien sûr, alors entendons-nous, je ne suis pas un spécialiste comme notre invité va démontrer qu'il l'est. Simplement, j'ai des inquiétudes, une très ponctuelle. J'ai appris que le Hamas menaçait d'exécuter les otages si il y avait des tirs continus sur la bande de Gaza. Et deuxième élément, et là, Cécile et Philippe, je le poserai un peu comme une question, en étant extrêmement pessimiste sur le futur, est-ce que, Christian Mallard, on peut tout de même estimer que dans la mesure où le Hamas voulait déchirer une sorte d'apaisement qui était en train de se créer entre Israël et certains pays arabes, est-ce que quelqu'un pourrait être assez fort pour avoir la sagesse de ne pas aller vers le pire ? Françoise Degois. On fait réagir tout le monde, Christian, et vous réagissez à tout le monde. Françoise Degois. Alors moi, je vais peut-être aller dans le corps. Je crains oui et non. C'est-à-dire que par le caractère exceptionnel et barbare, on peut dire oui, je crains cette fois-ci. Je me moque un peu de François Hollande, qui est pourtant mon camarade, mais si vous voulez, l'idée que l'Iran soit impliqué, c'est dans toute la presse américaine. Je lisais le Washington Post avant-hier qui expliquait que jeudi soir, des cadres dirigeants des gardiens de la Révolution étaient à Beyrouth pour donner le feu vert à l'opération au Hamas. Donc évidemment que l'Iran est là. La question est-ce que Benjamin Netanyahou va donner l'ordre de frapper l'Iran? C'est ça la question. Est-ce qu'on est dans l'escalade classique? Je dirais également, et je voudrais en parler avec Christian Mallard, s'il est d'accord, de faire une nuance. Je vois bien que Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, a toujours pris le Hezbollah comme exemple, avec l'idée de créer un front uni. Il est exilé au Qatar, mais c'est vrai qu'il a fait plusieurs voyages au Liban pour rencontrer Nasrallah, le patron du Hezbollah, mais je ne dirais pas que Hamas et Hezbollah, c'est tout à fait la même chose. D'ailleurs, le Hezbollah lui-même a une pression américaine depuis hier pour dire attention, n'organisez pas cette asymétrie. Absolument. Donc je voudrais que Christian Mallard m'éclaire là-dessus. François de Rugy. Oui, alors, je suis un peu comme Françoise Degois. Malheureusement, on peut toujours craindre le pire, puisque le pire, en quelque sorte, c'est déjà produit samedi matin. En tout cas, pour Israël, c'est le pire. Oui. C'est-à-dire des incursions sur son territoire, des gens qui sont kidnappés sur son territoire à partir de la bande de Gaza. Quiconque est allé en Israël, à la limite, avec la bande de Gaza, c'est un peu l'obsession sécuritaire d'Israël, c'est justement de se protéger contre les attaques venant de la bande de Gaza. Après, on peut espérer, même si tout ça, évidemment, est très fragile. On ne sait pas si l'Iran est dans une escalade continue, possible, ou si c'est quand même suffisamment, à un moment donné,
un peu de raison qui fait que il n'y ait pas la volonté d'embraser tout le Moyen-Orient. D'autant plus, et ça m'amènera aussi à poser une petite question à Christian Mallard, qu'il faut quand même rappeler que le monde arabo-musulman du Moyen-Orient est divisé. Et traditionnellement, on disait c'est Israël contre tous les pays, tous ses voisins, tous les pays arabes, de l'Iran jusqu'à... Or, ces dernières années, ça a quand même beaucoup bougé. On dit que l'Arabie Saoudite était sur le point de se rapprocher d'Israël. L'Arabie Saoudite est très hostile à l'Iran, par exemple. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'équilibre aussi, un peu de la terreur, malheureusement, qui existe dans la région? Christian Mallard, vous êtes submergé de questions. Je vous laisse répondre dans l'ordre. C'est bien qu'on les... C'est bien. Alors, rappelez-moi la première question. La première question, est-ce que ça va ralentir le rapprochement diplomatique, notamment, par exemple, d'Israël avec, par exemple, l'Arabie Saoudite? Voilà, ou est-ce qu'on pourra trouver une personnalité capable de freiner le pire qui semble à peu près certain aujourd'hui? Moi, je pense que ça sera très difficile. Simplement, ce que je note, c'est que vous parliez de l'Arabie Saoudite à l'instant. Je note qu'elle n'a pas dénoncé les attaques du Hamas, mais a même blâmé Israël. Il y a un jeu hypocrite des Saoudiens. Un coup, je me le balance du côté américain en demandant 1000 choses aux Américains, un accord sécuritaire musclé, la possibilité de construire des usines nucléaires pour le civil, enfin bref, un rapprochement considérable. Et puis un coup, si ça ne va pas avec les Américains, on se retourne du côté de la Chine. Donc je ne donne pas une confiance, je ne fais pas une confiance très forte en Arabie Saoudite. Cela dit, l'Arabie Saoudite est mal à l'aise avec son rapprochement avec l'Iran. C'est une alliance, à mon avis, de longue date qui est contre nature. Entre les chiites, le leader numéro 1 du monde sunnite, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, et puis l'Iran chiite. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il y aura un divorce. Mais quand, ça, j'en sais rien. Mais pour l'instant, moi, je pense qu'on est dans une situation où il y a un risque d'embrasement. Si l'Iran, parce que vous avez beaucoup parlé de l'Iran et vous avez raison de le considérer comme l'acteur principal, si je puis dire, dans une certaine mesure, si l'Iran pousse le Hezbollah à rentrer dans le conflit depuis le Liban, depuis la Syrie, où il y a des contingents armés syriens, et puis où il y a aussi une très forte présence, comme vous le savez, du Hezbollah. À ce moment-là, peut-être que les Américains seront obligés d'intervenir aux côtés des Israéliens qui ne peuvent pas tout faire tout seuls. Ce n'est pas un hasard si hier, le président Biden a annoncé la venue dans la région du USS Gerald Ford, c'est-à-dire le navire de guerre le plus important au monde, qui se retrouverait forcément... C'est pour ça que je repose ma question vraiment sur le Hezbollah. Pour le moment, on n'est pas dans une asymétrie nord-sud. On n'est pas dans une symétrie nord-sud pour le moment. Pour le moment, mais ça pourrait venir. Je crois qu'il faut déjà voir ce qui va se passer à Gaza. On accumule les morts, malheureusement, c'est tragique, on en pleure. Mais il y a le siège de Gaza qui vient de commencer. Jusqu'où vont aller les Israéliens à Gaza? Ça, c'est toute la question. En fonction de ce qui va se passer à Gaza, je pense qu'à la fois il y a une retenue et des attentes à la fois de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, dont je parlais à l'instant. Et puis je pense qu'il y a un personnage qu'on oublie un peu vite dans cette affaire, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est Vladimir Poutine. Parce que Vladimir Poutine, il est en guerre avec l'Occident sur 3 fronts. L'Ukraine, on le sait tous, le Sahel, où il revient en force avec Wagner, et puis le Moyen-Orient. Je vous rappelle que c'est quand même lui qui a freiné considérablement ses amis iraniens dans les négociations sur le nucléaire. Et aujourd'hui, Poutine critique beaucoup les États-Unis en les accusant d'échec dans leur politique au Moyen-Orient. Il les pousse, enfin il leur dit qu'il faut absolument créer un État palestinien et sa solution c'est celle très connue de l'ONU et d'autres pays, c'est-à-dire la solution à 2 États. Mais l'Amérique pour l'instant n'a pas trouvé de compromis acceptable pour les 2 parties. Vladimir Poutine accuse Biden de ne pas prendre en compte les intérêts fondamentaux du peuple palestinien, mais simplement, moi j'ai eu la chance, c'est peut-être pas la chance, j'ai rencontré Poutine 3 fois, entre 2000 et 2005, mais j'ai quand même le souvenir, en 2000, lors de notre premier entretien au Kremlin, il était en pleine guerre contre les Tchétchènes, il y avait une rébellion tchétchène, et qu'est-ce qu'a fait Poutine? Lui, il a quand même liquidé la rébellion tchétchène. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'il donne de leçons aujourd'hui aux Israéliens qui s'attaquent au Hamas. Alors bien entendu, vous allez me dire, oui, mais enfin, tous les musulmans qui sont dans la bande de Gaza ne sont pas des terroristes, c'est évident. Il y a de nombreux innocents qui payent, les enfants, certains qui sont peut-être endoctrinés. Enfin, il y a beaucoup d'enfants innocents. Mais je note
que M. Poutine a oublié ce qu'il a fait avec les Tchétchènes. Mais excusez-moi, Christian Mahler, j'ai une question par rapport à la Russie, parce que Vladimir Poutine est ambigu. Vous ne pouvez pas nier non plus que la relation entre Israël et la Russie est une relation très forte, qui est liée à beaucoup d'intérêts. Il y a également une façon de Vladimir Poutine de traiter les deux grands rabbins de Russie, parce que vous avez deux grands rabbins en Russie. Là aussi, ça s'est totalement, comment dirais-je, apaisé entre le Kremlin et le grand rabbinat de Russie. Il y a des véritables liens, et il y a des liens d'immigration. Donc c'est compliqué. La position de Poutine, je ne crois pas. Françoise, je dirais que les relations entre Israël et Poutine étaient très bonnes jusqu'à un certain point. À l'époque où il y avait déjà un gouvernement Netanyahou et où Poutine avait des gros problèmes avec les Iraniens, pour le contrôle de certaines zones stratégiques à l'intérieur de la Syrie. Et Poutine ne voyait pas d'inconvénient à ce moment-là, à ce que l'aviation israélienne vienne bombarder, ce qui l'arrangeait aussi, des positions syriennes du Hezbollah, position du Hezbollah et position de l'Iran à l'intérieur de la Syrie. Simplement, ces temps ont changé, la situation a évolué autrement, et aujourd'hui, je pense que les relations ne sont plus aussi bonnes, ne sont pas aux zénith comme elles l'ont été dans un certain passé. Allez. Christian Mahler, pour reprendre la question de François de Rugy, est-ce qu'on pourrait, si je ne m'abuse, François de Rugy, imaginer, si le rôle de l'Iran est avéré, aller à une confrontation directe entre l'Iran et Israël ? Si vous voulez, on a quand même vu ces derniers temps un certain nombre de choses. Moi, je dis toujours, de toute façon, l'ennemi numéro un, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'était Jacques Chirac qui disait le cancer du Moyen-Orient, c'est l'Iran. Il avait raison. L'Iran, aujourd'hui, est au seuil de l'obtention de la bombe nucléaire, puisqu'on dit que le taux d'enrichissement d'uranium est à 60%, et que pour obtenir la bombe nucléaire, il faut 90%, c'est-à-dire qu'ils sont à 30% derrière la possible obtention de cette bombe nucléaire. Je note que les Israéliens ont frappé un certain nombre d'endroits stratégiques d'entrepôts de missiles à tête nucléaire dans certaines parties de l'Iran, et je me dis que faute un affrontement frontal, vais-je dire, entre l'Iran et Israël, je pense qu'Israël continuera à essayer de freiner la poursuite de ce programme nucléaire iranien qui inquiète tout le monde dans la région. Allez, direction le standard 0826 300 300 avec Emmanuel qui nous appelle de Suresnes. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous. Oui, moi j'ai débat passionnant. Hein. Ouais, oui, passionnant, mais ma réflexion est quand même la suivante. Tout le monde est quasiment d'accord sur le fait que les Iraniens ont pratiquement planifié tout ça. Mais alors pour aller où ? Parce que le Hamas va être écrasé, c'est quasiment sûr. Ça va coûter du matériel. On va gaspiller des chars Merkava à 4 millions de dollars contre des roquettes RPG à 1000 euros. On va tuer des gens, on va tuer des gens surtout. Et puis on va massacrer des vies humaines. On va y avoir plein de gens qui vont être tués. Ça va sans dire. Mais ce qui va se passer probablement, parce que dès samedi, en fait, le Hezbollah avait annoncé que si l'armée israélienne entrait dans Gaza, eux, ils allaient commencer à lancer leurs missiles et leurs roquettes. Ils en ont des stocks considérables. Ils ont des missiles à longue portée qui sont capables depuis Beyrouth de frapper Jaffa, Tel Aviv, Jérusalem. Et s'ils se mettent à faire ça, qu'est-ce qui va se passer ? On notera que l'armée israélienne est massée aussi au nord. On parle de 150 000 soldats pour empêcher le Hezbollah définitivement de faire la même chose que le Hamas faisait. Il y aura aussi qu'une seule chose à faire, c'est aller jusqu'à Beyrouth. Vous me direz, c'est pas très loin, il y a 3 heures de char, mais quand même. Mais ceci dit, ou alors, effectivement, comme on l'évoquait, frapper directement les Iraniens, parce qu'en fait, ce sont les patrons, ce sont les boss, ce sont eux qui téléguident tout cela. Moi, je me pose une question. Alors, vous allez me dire que j'ai peut-être des idées effroyables, mais on parlait il y a un instant de l'arme nucléaire. Il y a 6 mois, j'avais lu quelque part que certains experts considéraient que les Iraniens étaient à 2 mois d'être capables d'avoir l'uranium enrichi. Et si les Iraniens avaient effectivement la capacité aujourd'hui de charger 2 ou 3 missiles et qu'ils profitent d'une nuée de roquettes et de petits missiles du Hezbollah qui partent sur Israël au moment où la défense antiaérienne israélienne est saturée pour envoyer eux-mêmes un engin nucléaire.
Bon, alors là, c'est l'apocalypse, mais rappelez-vous qu'il y a encore un mois, l'ayatollah Khamenei disait il s'agit d'anéantir, d'annihiler, de détruire. Bien sûr. Bien sûr. Allez, restez avec nous, Emmanuel, restez avec nous. Philippe. Christian Mallard, en dehors de la fierté horrible que peut éprouver le Hamas devant la réussite de cette opération qui a massacré, quelle pourrait être la finalité politique que le Hamas désirait mettre en œuvre? Quel est son but véritable à la suite d'une telle attaque en dehors de sa réussite épouvantable? Je pense que de toute façon, le Hamas, l'Iran, le Hezbollah ont un même but, c'est-à-dire la destruction d'Israël. Il y a un moment donné, je pense que je me suis trompé, il y a un moment donné, j'avais pensé qu'il cherchait à se doter, enfin l'Iran se cherchait avec ses proxys à se doter de l'arme nucléaire dans la mesure où il souhaitait avoir une assurance vie, si je puis dire, pour la survie du régime des ayatollahs, de ce que j'appelle l'ayatollarchie, qui est au pouvoir, je vous le rappelle, depuis 44 ans. Et puis je pense que je me suis trompé parce que avec ce qui est en train de se passer sous nos yeux, je pense qu'il y a une volonté iranienne et qui est partagée par les proxys que sont le Hamas, le djihad islamique et le Hezbollah, de vraiment liquider, si je puis dire, liquider l'État hébreu. Et moi, je pense que c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui, chez les Israéliens, une volonté de représailles massive, sans pareil, qu'on a connue dans le passé. Parce que, regardez, ils se comportent, les Hamas se comportent aujourd'hui comme des véritables nazis. Je suis désolé, c'est la liquidation. Christian Mallard, moi je pense qu'on peut le résumer parce que Ismaël Haniyeh a dit au Qatar hier, je dis aux Israéliens, nous ne voulons plus de vous sur cette terre. Et pour répondre à Philippe Bilger, le Hamas cherche avant tout la domination point sur la bande de Gaza. Ça c'est très important politiquement. Ils l'ont mais pas suffisamment encore. Christian Mallard, juste une dernière petite question qui sera très courte pour ceux qui espèrent encore. La paix dans ces territoires, c'est vain, totalement vain. Cessez-le-feu, oui, mais pas de paix. Disons que c'est pas pour demain, et puis les cessez-le-feu ne vont rien arranger. Moi, je pense depuis le départ qu'il faut éradiquer le Hamas. Et je sais que j'ai pas des positions extrêmes d'habitude et tout, mais vu l'évolution de la situation, je pense qu'Israël n'a pas d'autre choix que d'éradiquer le Hamas. Mais une dernière question, parce qu'on a encore un petit peu de temps, Christian Mallard, vous avez entendu Emmanuel. Est-ce que vous pensez que si jamais ils obtenaient l'arme nucléaire, les Iraniens seraient suffisamment fous pour s'en servir? Parce que le pays qui tire le premier dans ces cas-là est vitrifié dans le quart d'heure qui suit. Mais c'est évident. Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu ce que fait Kim Jong-un en Corée du Nord, se doter de l'arme nucléaire pour s'en servir comme arme de dissuasion, au cas où, par exemple, l'Iran aurait l'arme nucléaire et dirait à Israël, si vous venez me chercher des poux, vous allez me trouver, moi aussi j'ai l'arme nucléaire. Donc c'est un peu ça aussi, c'est l'une ou l'autre solution. Mais dans le contexte actuel, je ne suis pas très optimiste pour la suite. Merci mille fois Christian Mallard d'avoir été avec nous, un consultant diplomatique international sur I24 News. Vous restez avec nous, vous voulez débattre, c'est simple, 0826 300 300, vous savez, Sud Radio c'est une plateforme d'opinion et de débat, on n'arrête pas de vous le dire, vous pouvez commenter sur notre compte Twitter, sur notre chaîne YouTube, vous abonner, tous les canaux sont ouverts pour vous laisser la parole. Parlons vrai, on est ensemble jusqu'à 19h et dans un instant, on fait quoi? On joue? Le qui c'est qui l'a dit. Exactement, le quiz de l'actu à suivre, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez demandé les vraies voix, ne quittez pas, on vous les passe tout de suite. Philippe Bilger est au bout du fil, Françoise de Gaulle est au bout du fil aussi, et François de Rugy aussi. Voilà, c'est ce numéro, et vous tombez, ils sont au standard, ils sont tous les trois au standard, ils vous attendent au 0826 300 300. Allez tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Emmanuel est avec nous, de Suresnes. Oui. Cher Emmanuel, tout va bien? Vous êtes calé? Ça y est, vous avez lu tous les journaux? On a pris nos précautions, ils ne vont pas tricher. Comme si on vous croyait. Comme si on trichait. On ne peut plus tricher. Les gens qui nous disent « je ne suis pas très bon », on sait très bien qu'ils sont excellents. C'est ça. Si, bien sûr, c'est une ruse encore. Alors c'est vous qui répondez en premier, Emmanuel. Si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont nos vraies voix qui répondent. Allez, qui c'est qui l'a dit?
dit « Je suis gêné qu'on puisse faire des gens qui sont... non, il y a un problème là, de gens qui sont radicalisés. Ah oui, d'accord. Si. Alors, ok, je suis gêné qu'on puisse faire de gens qui sont radicalisés, qui sont des assassins, des terroristes, des gens qui agiraient au nom de leur population. On ne fait pas de diplomatie avec des terroristes. » Waouh. Ça fait plein de gens. Oui. Non. Il est ministre. Non, il est ministre. Non, c'est Olivier Véran. Bonne réponse de Françoise Degois. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Un point pour Françoise Degois. Mais tout le monde aurait pu le dire. Donc, qui c'est qui l'a dit? On assiste à nouveau à des pogroms et ces pogroms se déroulent sur la terre d'Israël. Ah, mais c'est le président. Allez-y. Emmanuel. Je l'ai entendu en plus. C'est une femme. C'est une femme. J'arrive pas. Je sais pas Bernard-Henri Lévy, non. Non, c'est une femme. Je vous dis que c'est une femme. Non. Non, ça peut être. Est-ce que c'est Elisabeth Lévy. Non. C'est une femme. Non. C'est pas Borne non plus. Oui. C'est une femme. Blonde. Une femme française. Une femme. Marine Le Pen. Bonne réponse de Philippe Bilger, Marine Le Pen. En général, C'est une femme blonde. C'est une femme pogrom, mais oui, ça va pas trop ensemble, mais bon. Ça n'était pas vous. Non, pas du tout. Ça n'est pas moi. Moi, je dis rien. Un point pour Philippe Bilger. Et tout ce que je dis, on le reprend pas. Donc, ça c'est clair. Ça doit pas être très intelligent. Allez, on y va. Cécile, c'est pas moi. Notre idole. Allez, qui c'est qui l'a dit? Il faut libérer Gaza, le monde du Hamas. C'est pas un homme politique. C'est un Français. Mais oui, c'est le président du CRIF qui a dit ça. Non, c'est quelqu'un qui réfléchit normalement. Bonne réponse de Philippe Bilger, Bernard-Henri Lévy. Pourtant, on est en moins 4. Attention. Emmanuel l'avait dit, Bernard-Henri Lévy, non? Non, Françoise. Cherchez pas à détourner les votes. Attendez, on n'entend pas. C'était tout à l'heure au mauvais moment. D'accord. Qui c'est qui l'a dit? Comment croire, laisser entendre ou dire sérieusement que LFI soutient le Hamas, un mouvement qui défend l'islam politique et appelle à la destruction de l'État d'Israël? C'est une femme aussi. Elle est blonde aussi. Attendez, Marion Maréchal? Non. Mathilde Le Pen? Non. Clémentine Autain. Oui, Clémentine Autain. Elle a été un peu plus rapide. C'est vrai. Oui, je suis honnête, François. C'est quelqu'un de la France Insoumise. C'est pas mal. Bien sûr. Ils sont bons, hein. Qui c'est qui l'a dit? Mais ils détestent perdre, c'est ça leur problème. Toute personne dotée d'un minimum d'humanité n'a qu'à être bouleversée par les images qu'on a vues. Ça peut être plein de gens, ça. Je suis désolé, là, je sais pas. On va vous aider à un ancien chef de l'État. Hollande? Non. Bonne réponse. Il a été plus rapide, Emmanuel. C'est vrai. Faut le laisser répondre d'abord. Bah oui, il avait déjà répondu. Non, mais Philippe Bilger, mais comme ça vous arrange les choses. Non, mais quel tricheur. Non, mais il est très bon. La mauvaise foi des procureurs. Qui l'a dit? Ah ouais, je suis d'accord. Là, on parle toujours du gouvernement des juges, mais alors celui des procureurs. Allez, une dernière. Qui c'est qui l'a dit? Au sein de la NUPES, LFI met mal à l'aise tout le monde, encore plus depuis samedi. Olivier Faure? Non. Non. Jérôme Gage? Allez-y. Non. Jérôme Gage. C'est sur Sud Radio. Non, c'est Léo Desfontaines. Bonne réponse. Elle a été plus rapide, franchement. Léon Desfontaines. Mais on est ensemble. On en est où des scores? Eh bien, écoutez, Françoise Degois 3, Philippe Bilger 2, Emmanuel 1 et François de Rugy et Fadi. 0. Bravo Françoise Degois. Bravo. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. La suite des vraies voix, on en parlera bien entendu. On parlera de l'actu avec Philippe Bilger, Françoise Degois et François de Rugy et vous au 0826 300 300. On fait une petite pause, on va parler rugby avec Lucien Gasparac et vos appels à ce numéro magique. Allez, bienvenue, c'est les vraies voix. On est bien sur Sud Radio et jusqu'à 19h. Vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est un bonheur de vous retrouver tous les jours avec ce numéro 0826 300 300, ce qui vous permet en tout cas de débattre avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et François de Rugy, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Dans quelques minutes, on reviendra sur cette attaque du Hamas en Israël après les polémiques sur la position de la France insoumise. Mélenchon s'en prend au CRIF. Avec cette question, la France insoumise est-elle devenue infréquentable? Pour l'instant, vous répondez oui à plus de 75%. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio.
Et le coup de gueule de Philippe David, pardon, dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Et je vais faire un coup de gueule, comme souvent, pour gueuler sur une chose, râler sur une chose qui ne fait pas le buzz, et je ne comprends pas d'ailleurs qu'elle ne fasse pas le buzz. Et c'est notre second débat d'hier qui me l'a inspiré. Dans notre second débat, on posait la question, craignez-vous une flambée des prix des carburants? Et je dois avouer que si on avait eu des dirigeants capables de se projeter dans l'avenir, on n'aurait jamais dû se poser cette question. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 50 ans, la France subissait un premier choc pétrolier. 6 ans plus tard, elle allait en subir un deuxième avec l'arrivée de Khomeini au pouvoir en Iran. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir, mais est-ce que les prix des carburants vont augmenter? Et moi, je pense que si on avait eu des dirigeants dignes de ce nom, ils auraient anticipé un possible choc pétrolier pour éviter de se rendre autant tributaires du pétrole. Pourquoi? On a fait le programme nucléaire, très bien, je sais que François de Rugy va pas être d'accord, mais quand on voit qu'un pays comme le Brésil, qui a développé l'éthanol, en veux-tu, en voilà, et où 85% des voitures roulent au biocarburant, eux, ils ne sont pas tributaires du pétrole. Alors, si on avait fait la même chose sur les carburants que les Brésiliens, aujourd'hui, on n'aurait pas peur d'une nouvelle flambée du pétrole en se disant le litre va être à 3 ou 4 euros. Ça aurait en plus permis de ne pas mettre des millions d'hectares en jachère, de donner du travail à nos paysans, de ne pas les envoyer à Pôle emploi ou pire au suicide. Gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte, disait Émile de Girardin, qui fut député sous les Seconde et Troisième République, qui a bien connu Philippe Bilger. Et moi aussi d'ailleurs, après le congrès de Tours. Exactement, mais là c'est en 1920, parce que vous êtes plus jeune. Philippe Bilger, bah tiens, François de Rugy n'est pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi sur mon approche. Non, je n'aurais pas voulu contredire François de Rugy, donc je lui laisse. Et vous passez un coup de fil à votre ami Émile de Girardin. Quelle amabilité. Mais pour citer un autre homme politique malheureusement décédé, Jacques Chirac, qui disait avec des scies, on met Paris en bouteille, et vous savez que je suis bien placé pour savoir qu'on ne peut pas mettre Paris en bouteille, quand il était maire de Paris. Et là, vous avez fait beaucoup de scies. Dans votre ah si on avait fait ceci, ah si on avait fait cela, ah si on avait fait comme le Brésil. Mais justement, la France n'est pas le Brésil. Le Brésil est capable de produire des très grandes quantités de canne à sucre, par exemple, de céréales, à un coût très bas, sur des surfaces énormes. Au prix d'une déforestation d'ailleurs de la forêt amazonienne et au prix en général d'une utilisation de produits chimiques tels que nous on n'envisagerait même pas d'en faire le quart de la moitié. Donc il y a une énorme différence, c'est qu'en France on produit des agrocarburants, des carburants issus de l'agriculture, mais ils coûtent encore aujourd'hui plus cher à produire que le pétrole issu de nos raffineries et qui donne l'essence ou le gasoil. Donc si on avait fait comme le Brésil, on aurait un prix de l'essence qui serait encore plus élevé que celui qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Moi, quand j'étais ministre, j'ai favorisé le développement des agrocarburants. On a même ajouté la possibilité d'utiliser les betteraves sucrières, des choses comme ça, enfin des déchets de la production de sucre par les betteraves pour les mettre dans des agrocarburants. Mais ça restait quand même plus cher que le pétrole raffiné. Non, la vraie solution sérieuse de moyen et de long terme, c'est l'électrification du parc automobile, c'est le développement de la voiture électrique. Et là, mon cher Philippe David, je ne sais pas ce que vous disiez il y a 5 ans quand il y avait les gilets jaunes, mais moi j'en ai rencontré beaucoup des gens qui disaient non, jamais on utilisera la voiture électrique. Et si on avait été plus prévoyant, en effet, on l'aurait développé plus vite, plus fort, et surtout les gens en auraient acheté davantage, ce qui est enfin le cas aujourd'hui. Enfin, il faut bien une transition quand même. On peut pas mais tout à rien. Il est marrant, Philippe David. La transition, c'est quand ça l'arrange en fait. C'est-à-dire qu'il nous fait des grands développements sur c'est quoi tous ces écolos, ces Khmer verts avec leurs éoliennes. Là, il l'a pas dit. Non, mais il l'a pas dit, mais il a parlé des gouvernements. Il le pense tellement fort. Non, mais je vous ai entendu penser, mon cher Philippe David. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'on pensait que c'était un grand trou noir vide, en fait, son cerveau, mais il réfléchit, Philippe David. Donc c'est quand ça vous arrange. Vous êtes un vrai rhétoricien, vous êtes un vrai jésuite, en fait. Vous savez, je ne sais pas où est-ce que vous avez été élevé, mais vous êtes un jésuite. Votre raisonnement est jésuitique. Et surtout, il est obsédé par l'alimentation, qui veut même en mettre dans les réservoirs des voitures. Le développement durable, c'est vraiment quand ça vous arrache. D'un seul coup, vous nous sortez l'éthanol, mais vous savez, le massacre, mais je rejoins François, le massacre que c'est de la forêt pour produire de l'éthanol. En France, on n'a pas besoin de massacrer la forêt, c'est dans les terres qu'on a mises en jachère, ma chère. Non, mais si on voulait substituer l'essence de nos voitures... Voilà, et d'abord, regardez la surface du Brésil, vous qui connaissez la géographie. 9 millions de kilomètres carrés. Et deuxième point très important, vous n'arriverez absolument pas à arriver au fait qu'il faut de l'électricité
électrique. Ça, c'est un truc, ça passe pas. Et vous voulez faire rouler les bagnoles à tout, aux agrumes, au jus d'orange, aux pelures de pommes de terre, et là, l'électrique, au vin de Bordeaux. En tout cas, moi, je soutiens Philippe David. Et voilà. Sœur Cécile, oui. Seriez-vous prête à donner comment dire l'absolution à Françoise de Gois et à François de Rugy de s'être opposés à Frère Philippe? On fait chapitre. Allez, moi je propose qu'on fasse une émission entière un jour sur la voiture électrique. Oui, non mais très bien. Vous savez quoi, vous êtes courageux, mais ça bon, je ne serai pas là. Allez, vous restez avec nous. Dans quelques instants, la suite de cette belle émission, en tout cas, bien bruyante comme on les aime. Le tour de table de l'actu. Philippe Bilger, on parle de quoi avec vous? Les familles monoparentales dominantes après la mort de Naël. Ah oui, et Françoise de Gois? La vraie fausse union nationale en Israël, et surtout l'information que je donne, que vous avez peut-être vue, qui est confirmée par tous les médias internationaux, 2 nourrissons de moins de 2 ans décapités dans un kibboutz dans la sauvagerie du Hamas. Incroyable de folie. Ouais. François de Rugy? Dans le budget 2023. On vous entend pas. Dans le budget 2023. Ouais. Non, pourtant il est allumé. Allez-y. Dans le budget 2024. Non, ça fonctionne pas. Ce qu'on dépense. Allez, on parlera du budget 2024. Restez avec nous, on fait une petite pause, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, chers amis, dans les vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise de Gois et François de Rugy. Je vous épargne, mais les imbécilités qu'on entend avec Philippe David hors antenne, mais s'il vous plaît. C'est sûr que vous ne dites que des choses dignes du prix Nobel. Je voulais juste noter, faire un point d'étape sur l'adaptation de Philippe Bilger à ce nouveau studio. Il est comme un petit enfant au fond de la classe, perdu dans un nouveau décor. Il n'arrive plus à nous attraper. Vous faites de la dépression, en fait. Au contraire, j'estime que m'immiscer dans ce débat très technique l'aurait dénaturé. Non, mais j'ai l'impression que vous êtes tout seul, tout triste, là, mon petit bouchon. Non, oui, il est très heureux. Vous êtes adorablement loin. François, c'est parce qu'il est à côté de moi. Donc... Non, mais je vais bien prendre de la distance. Alors, si vous voulez, vous rentrez chez vous, vous vous invitez à dîner. En attendant, le tour de table de l'actu. Et il y a un jingle. Ça sent l'artiste à cette table. Ça sent l'artiste. Excusez-moi, c'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Ils sont dissipés, mais ils sont drôles. C'est ça. En plus, c'est ça qui est incroyable. Philippe Bilger. Oui, vous souhaitez nous partager ce chiffre inquiétant sur 60% des mineurs jugés pour les émeutes de cet été. 60% des mineurs jugés cet été sont issus de familles monoparentales. Oui, alors il est inquiétant et en même temps, d'une certaine manière, rassurant, parce qu'à partir du moment où on sait que ces 60% de mineurs présentés à la justice après la mort de Naël sont issus de familles monoparentales, on voit l'une des explications de cette multitude des mineurs qui probablement ou bien n'étaient pas tenus par le parent qui devait les surveiller, exercer l'autorité sur eux, ou pire, le parent n'était pas là. Et donc il sortait. Alors c'est une des explications de la multitude de ces mineurs, ça n'est pas la seule. Mais je dirais que d'une certaine manière, elle offre un regard sociologique intéressant. 2,5 millions de foyers monoparentaux en France. Bien sûr, c'est le grand changement sociologique en réalité, mais François de Rugy au gouvernement a dû l'observer comme nous l'avons observé. Là, c'est bien, il y a véritablement des chiffres et ça indique, voilà, on les connaît toutes, les mamans, parce que c'est souvent les familles monoparentales, c'est maman qui s'occupe, c'est maman qui s'occupe toute seule, c'est maman qui fait des ménages, qui exerce des boulots, en fait, qui travaille 12 heures pour travailler 8 heures, parce que, eh bien, je fais le ménage dans les bureaux à côté de Bercy, puis après je reprends un transport en commun pour aller refaire le ménage ailleurs ou pour enchaîner un autre petit boulot. Donc c'est une vie infernale et il faut effectivement en tenir compte. Moi, je ne suis pas dans le misérabilisme, mais je considère que c'est un vrai sujet dont finalement les politiques se sont rarement emparés. Multitâche, c'est vrai que c'est compliqué, François de Rugy. Oui, et c'est vrai que c'est difficile en plus d'avoir une politique publique
pour faire face à ce phénomène. On ne peut pas rentrer dans la vie des gens et on ne peut pas trouver un parent de substitution par le biais de la collectivité, par le biais de l'école, par le biais des crèches ou des haltes-garderies. Donc c'est très compliqué. Or, c'est une réalité, en effet, de plus en plus importante. Alors, il faut en même temps rassurer quand même nos auditeurs. 60% des mineurs arrêtés sont issus de familles monoparentales. Ça ne veut pas dire que 60% des enfants de familles monoparentales finissent au tribunal pour les émeutes. Heureusement, on n'est pas condamné à devenir un délinquant quand on est issu d'une famille monoparentale, mais c'est évident que moi, je crois que ça va même au-delà de ce qu'a dit Philippe Bilger. Ça pose du coup pour des enfants un problème de cadre, un problème de repère, un problème d'autorité aussi, de fait d'avoir qu'un parent au lieu d'en avoir deux. Absolument. Et vous vouliez revenir, François de Rugy, justement, puisque vous avez la parole, sur ce budget présenté par Bruno Le Maire. Je voulais rebondir sur une phrase d'ailleurs qui a été prononcée par Bruno Le Maire à Sud Radio dans l'interview de Jean-Jacques Bourdin, où il a dit: ce serait bien que pour une fois l'examen du budget au Parlement se termine par des économies supplémentaires. Il n'est pas interdit de rêver, parce qu'en général on a quand même tendance à rajouter des dépenses plutôt que des économies dans le débat parlementaire, et il a même donné un chiffre, il fixe un objectif d'1 milliard d'économies supplémentaires. Mais j'ai envie de dire que le gouvernement ou son ministre de l'économie serait un petit peu plus crédible sur le sujet s'il n'avait pas annoncé depuis des mois, dans tout un tas de domaines, tout un tas de dépenses supplémentaires. J'ai envie de dire, dépenser ou économiser, il faut choisir. Si on veut parodier le boire ou conduire, je dis pas que c'est pareil, hein, mais quand même, il y a un peu une ivresse de la dépense publique et des dépenses supplémentaires. Et alors, c'est un peu tous azimuts. Alors, à chaque fois, ça paraît légitime. Par exemple, la défense. Et alors là, on vit en plus de nouveau un conflit dramatique dans une région du Moyen-Orient. On va se dire, c'est pas le moment de faire des économies sur la défense nationale. On a voté une loi de programmation militaire qui donne beaucoup de dépenses supplémentaires. La justice. Je pense pas que Philippe Bilger dira mais la justice française était largement assez dotée, il fallait pas augmenter les dépenses. On les a augmentées. On augmente les postes de fonctionnaires. Pareil dans la police et la gendarmerie. Alors qu'à une époque, il y avait eu des économies et tout de suite d'ailleurs, on a critiqué Nicolas Sarkozy qui avait baissé les effectifs quand il était président. L'éducation nationale, l'hôpital public. Donc en fait, on se dit mais dans quel domaine on peut faire des économies, puisqu'à chaque fois on dit que eh bien moi je crois que on devrait non pas à chaque fois comme ça dans l'urgence alors que le budget va être examiné dans quelques semaines à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais sur le temps long, dire c'est un travail de longue haleine, on se fixe l'objectif de chercher les économies durables par des réformes durables, on casse cette logique selon laquelle c'est en dépensant toujours plus qu'on est plus efficace. Ce n'est pas vrai. Moi, quand j'étais ministre, je peux le dire, j'ai conduit une baisse d'effectifs dans les effectifs du ministère de l'écologie. On me l'a reproché. On m'a dit « Ah, mais ça veut dire que vous n'avez pas bien défendu votre budget. » Ben, on devrait casser cette logique selon laquelle un bon ministre, c'est un ministre qui augmente son budget. Vous avez raison, François, parce que la plupart du temps, dans les débats politiques, lorsqu'on disait il faut supprimer quelques fonctionnaires, on posait la question et le ministre était incapable de dire où il fallait le faire. Et je le dis d'autant plus, je finis mon raisonnement, c'est qu'à la fin, ça se finit par quoi? Du déficit en plus, de la dette en plus, et bien sûr des impôts en plus. Ah oui, c'est ça. Vous avez dit le mot magique, merci. Je rebondis sur ce que dit François de Rugy, parce que je trouve que là où il a raison, c'est évidemment l'adage gouverner c'est prévoir, mais qui s'applique pas forcément à l'éthanol de Philippe David. Ça aurait fait des dépenses en plus. Allez, on y va. Non, mais on a un ministère du plan. Vous vous rendez compte quand même qu'on a quelqu'un, François Bayrou, qui depuis 4 ans... Il est commissaire au plan. J'allais le dire, j'allais le corriger moi-même. Il est commissaire au plan depuis 5 ans. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quelle est la planification qui a été pensée par François Bayrou? Et ça sert à ça, le plan. Moi, ça fait partie des rares, comment dirais-je, mesures annoncées par Emmanuel Macron qui m'enthousiasmaient, parce que dans ma tête, je me disais, voilà quelqu'un qui va plancher sur ce que dit François, sur le long terme. On pense la France à 10 ans, 20 ans, 15 ans. Allez, rien du tout. Moi, j'ai un plan, c'est la pub dans un instant. Françoise Debois, on parle de quoi avec vous dans quelques instants? De la fausse union nationale autour de Benyamin Netanyahou. Restez avec nous, 0826 300 300, vous réagissez comme vous voulez. À vous tout de suite. Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Nous sommes ravis de vous accueillir, bien sûr, dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gois est avec nous, François de Rugy. Dans quelques instants, on reviendra sur les prises de position de Jean-Luc Mélenchon, qui a été qualifié d'ennemi de la République par les représentants du CRIF. 0826 300 300, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Et on faisait le tour de table de l'actu de nos Vraies Voix. Et Françoise de Gois voulait réagir forcément sur cette actualité du moment. Oui, sur ce qui est en train de se passer côté israélien avec Benjamin Netanyahou. Vous savez que c'est un Premier ministre et un cabinet d'extrême droite, parfaitement et très largement contesté par la population israélienne depuis des semaines et des semaines et des semaines. Il faut peut-être voir d'ailleurs dans cette division de la classe politique aussi la faille dans laquelle les terroristes du Hamas se sont dit qu'ils pouvaient rentrer. En tout cas, Benjamin Netanyahou multiplie les coups de menton et en tout cas multiplie les déclarations fortes. Je l'écoutais hier soir, c'est la dernière guerre, c'est la guerre des guerres pour terrain. Donc tout ça, évidemment, nous amène à l'idée d'un gouvernement d'union nationale. Union nationale, pourquoi pas, pour mener cette opération qui sera longue et douloureuse à Gaza, en tout cas pour éradiquer le Hamas. Mais je pense que de toute façon, tout ça est reculé pour miauter. Vous savez, la classe politique israélienne, moi je la suis depuis des années. On voit l'effondrement de la gauche depuis des années qui n'existe plus, à part avec ses intellectuels, Amos Oz maintenant qui est mort, ou David Grossman, la poussée de l'extrême droite des ultra-orthodoxes. Les Arabes israéliens, il faut quand même le dire, sont représentés à la Knesset. Mais ils ont baissé, leur représentation a baissé. Dans la dernière législature, ils étaient 15 ou 20, aujourd'hui ils sont 5. Donc toute cette union nationale est de façade, elle est rendue possible, ce gouvernement est détesté par l'opinion, mais elle est rendue possible par l'horreur. Je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que nous venons d'apprendre? Là, nous venons d'apprendre que 2 nourrissons ont été décapités dans un kibbutz. Décapités, par les gens du Hamas. Donc évidemment, ces images d'horreur soudent momentanément autour de Benjamin Netanyahou, mais des questions se posent. Les comptes seront réglés, ils seront terribles, contre le Mossad, contre le Shin Bet. Rendez-vous compte de ce qu'a sorti le journal Yediot Aharodot et Haaretz. C'est pas les mêmes lignes politiques et pourtant ils ont sorti la même information. Imaginez qu'il y a quelques semaines, les services de renseignement égyptiens ont annoncé à Israël que quelque chose d'énorme, c'était leur mot, se préparait. Personne n'en a tenu compte. Il devra s'expliquer là-dessus, et là-dessus je reviens sur l'idée qu'Israël est une démocratie. Il y a déjà une commission d'enquête parlementaire qui est prévue sur cette guerre. Je vous rappelle que le Kippour, Golda Meir s'était fait surprendre, et toute Golda Meir qu'elle était, la mère de la nation, elle a été obligée de passer sur le grill. En cela, c'est une démocratie. Benjamin Netanyahou comptera les heures de sa fin de pouvoir, parce que de toute façon, il ne pourra pas se maintenir après la fin de cette crise. Philippe Bilger. Mais je reconnais que tout ce qu'a dit Françoise est très pertinent, et je reviens à ce que j'ai entendu à midi dans l'émission d'André Berkoff. J'ai bien aimé l'analyse de ce journaliste qui disait, au fond, Israël s'est assoupi parce qu'en réalité... ça devait être Éric Denay, c'est le spécialiste du renseignement. Il est très très bien, Éric Denay. Ils n'ont pas compris que le Hamas était en train de prendre des leçons de ses échecs, et qu'il était en train de préparer quelque chose de phénoménal. Ils ont, sur le plan de l'horreur, ils n'ont un sentiment de supériorité. Oui, et de relâchement total, comme le fait d'organiser une rave party. Non, mais comme le fait d'organiser une rave party, si vous voulez, à la frontière de Gaza. Ouais. Vous imaginez, quand je dis ça, je ne mets absolument pas en cause les victimes, mais je veux dire qu'il y a des choses, des réflexes qu'il y avait dans la société israélienne et qui, d'une certaine manière, ont disparu pour le désastre là. Mais Benjamin Netanyahou, de mon point de vue, paiera très cher politiquement ce qui s'est passé. François de Rugy. Oui, je suis pas du tout devin, mais je pense un peu comme Françoise de Gois que logiquement, ça devrait coûter cher politiquement à Benjamin Netanyahou, parce que lui, qui est en effet à la droite de la droite israélienne, qui a fait une alliance avec l'extrême droite, il l'a fait au nom de la sécurité. C'est-à-dire, il dit les discussions politiques, ça sert à rien, c'est pas la peine de faire croire qu'il y aura des négociations politiques avec les Palestiniens. L'histoire des 2 États, d'ailleurs, il a abandonné même ne serait-ce que la perspective lointaine de 2 États. Ce qu'on fait, c'est qu'on assure la sécurité des Israéliens. Et puis les Palestiniens qui se débrouillent dans les 2 petits territoires qu'ils ont, l'un contrôlé par le Hamas et l'autre par l'autorité palestinienne. Et là, c'est cette vision un peu d'ailleurs de statu quo
est complètement cassé par la réalité. Il se fracasse sur la réalité. Parce que par ailleurs, l'obsession sécuritaire israélienne, elle est quand même toujours là. Moi, j'ai visité, je me souviens, il y a 12 ans, justement, cette région de Sderot, où il faut imaginer, je pense que quelqu'un qui vit en France, normalement, comme vous et moi, ne s'imagine pas qu'un arrêt de bus est en béton armé, que des cours d'école dans certains endroits sont couverts d'un toit en béton armé parce qu'on craint en permanence ces fameuses roquettes venant de Gaza. Les gouvernements israéliens ont bâti un projet sécuritaire qui s'appelle Dôme de fer, c'est-à-dire l'idée qu'on est capable d'arrêter toute roquette. Et ils en ont raté énormément. Mais seulement là, ça s'est fait autrement, par surprise. Et en effet, c'est plus qu'un coup de tonnerre dans la politique sécuritaire israélienne. J'ai une question, Françoise de Goua. Vous avez dit que ça allait coûter très cher politiquement à Benjamin Netanyahou. La gauche est atomisée en Israël, vous l'avez dit depuis des années. Ça va voter donc plus à droite que Netanyahou. Mais ça n'est pas sûr. Il y a tout. Il y a Yair Lapid. On verra bien si Tom Labinga. On verra bien s'ils rentrent dans le gouvernement d'union nationale, s'ils font cet effort. Ils ont dit et répété depuis 24 heures qu'ils sont d'accord pour être unis. Mais le centrisme, malheureusement, est-ce que bien heureusement ou malheureusement, en tout cas, le centrisme est en train de renaître. Donc, de toute façon, vous savez, cette solution, elle ne peut être que politique. Donc, tant que la classe politique palestinienne n'a pas fait émerger des personnalités solides sur le plan politique et que Israël ne sort pas de cette dégradation continue et infernale de la qualité de son personnel politique, eh bien, on n'arrivera pas. Par contre, si Israël fait jaillir des personnalités politiques puissantes et que les Palestiniens font jaillir des personnalités politiques puissantes, oui, on peut rêver à la paix. Merci beaucoup Françoise de Goua. Vous restez avec nous. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. Suite à ces prises de position, Jean-Luc Mélenchon est qualifié d'ennemi de la République par les représentants du CRIF. Le torchon brûle entre les deux. Vous voulez nous en parler? On vous attend au standard et on en parle dans quelques instants avec nos éditorialistes du jour. Françoise de Goua, François de Rugy et Philippe Bilger sont avec nous jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, on est ravis de vous retrouver avec Philippe David jusqu'à 19h et Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Goua et François de Rugy. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc, suite à l'attaque du Hamas contre Israël, la France insoumise est sous les feux des critiques pour ne pas avoir fermement condamné les actes du Hamas. Jean-Luc Mélenchon a critiqué le Conseil représentatif des institutions juives de France après une marche de solidarité pour Israël à Paris. Il pense que le CRIF freine la solidarité française pour la paix et le cessez-le-feu. Et en réponse, le président du CRIF a qualifié Mélenchon d'ennemi de la République. Nous ne changerons pas d'un iota notre position qui est celle des partisans de la paix, a déclaré la patronne des députés LFI, Mathilde Panot. Alors, est-ce que pour vous, ces ambiguïtés vont trop loin? Est-ce que pour vous, le PS et le PC, on a vu Jérôme Guedj sur les réseaux sociaux pas tendre avec Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même un éminent membre du Parti Socialiste, Léon Desfontaines ce matin dans ce studio, Fabien Roussel qui en a remis une louche cet après-midi. Et les Verts. Et les Verts aussi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, LFI est devenu infréquentable? Et est-ce que vous pensez que ça va causer l'implosion de la NUPES? Venez réagir au 0826 300 300. En tout cas, à notre question, est-ce que la France insoumise est-elle infréquentable? Vous dites oui pour l'instant à 80%. Et ça vote beaucoup. Et ça vote énormément. Et merci beaucoup. Vous pouvez continuer à voter sur notre compte Twitter Sud Radio Philippe Bilger. On arrive à un point de non-retour peut-être là? Moi, sur le plan politique, j'imagine mal que la NUPES puisse résister à tout ce qui vise à la détruire. Pardon de revenir toujours sur les paramètres psychologiques. Je crois qu'il y a deux problèmes chez Jean-Luc Mélenchon et plus globalement chez LFI. C'est d'abord qu'ils ne conçoivent pas la politique autrement que sur le mode polémique, sur le plan de l'attaque. Et le deuxième point, je suis frappé de voir à quel point, même jusqu'à l'absurdité, il ne supporterait pas l'idée du moindre consensus sur quelque sujet que ce soit. Et ça m'inquiète sur le plan de l'équilibre intellectuel et de la qualité politique, parce que chez LFI, il y a des gens, hommes ou femmes, qui valent la peine tout de même. Françoise de Goua. Moi, on verra ce soir ce que va dire le Bureau national du Parti socialiste. Je pense que la NUPES ne résistera pas à ce qui s'est
s'est passé ce week-end. Vous savez, moi, je fais partie des gens qui ont toujours considéré qu'on traitait assez mal Mélenchon, et j'ai beaucoup défendu Jean-Luc Mélenchon, et je défends beaucoup l'union. C'est mon talisman sacré. Moi, je suis jauresienne là-dessus, sur cette question-là. L'union est un combat. En revanche, ce qui s'est passé ce week-end, pour des gens comme moi, c'est irréparable. Ça sera difficilement réparable. Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot connaissent parfaitement leur petit bréviaire, connaissent parfaitement le sens des mots. Quand on commence un communiqué en parlant de l'armée et des forces armées palestiniennes, il est impossible de continuer à lire. Les forces armées du Hamas. Non, les forces armées palestiniennes. Non, mais c'est ça le problème, c'est les forces armées. Mais on la sent quand même très, enfin. Non, écoutez, moi, elle vacille quand même un petit peu. Je ne sais pas si elle vacille. En tout cas, cet après-midi, elle a quand même dit que le Hamas était terroriste, et après, elle est repartie sur la branche armée politique. Ouais, Non, mais je parle du communiqué de samedi. Parler de branche armée, ça veut dire qu'on légitime d'une certaine manière. Donc, il n'y a rien à légitimer avec le Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste dont la seule visée, l'article 1, est la destruction d'Israël. Dans ces moments-là, et je suis très étonné que Jean-Luc Mélenchon, qui a un sens politique si fort, n'ait pas compris que dans ce moment-là, eh bien, tout ne se vaut pas. Et ce moment-là n'est pas ce moment-là nécessaire à polémiquer. Nous n'avons pas besoin de qui que ce soit pour réfléchir sur la question du Proche-Orient. Ça fait 75 ans que nous réfléchissons sur la question du Proche-Orient. Parce que l'argument de Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire, à partir du moment où vous parlez de terroristes, vous coupez la réflexion sur le sujet. Mais on n'a pas besoin de couper la réflexion. On a juste besoin d'entendre des leaders qui disent de façon compassionnelle et pas émotionnelle, c'est-à-dire de façon humaine, oui, il y a un agressé et il y a un agresseur sauvage. C'était ça. Et le problème, c'est que, comme toujours avec Jean-Luc Mélenchon, comme beaucoup de politiques, eh bien, il s'enferre. Et donc, on assiste à un déluge de tweets. Je ne le comprends plus, en fait. Je vais vous expliquer. Moi, j'apprécie énormément Jean-Luc Mélenchon, mais je ne le comprends plus. On a le sentiment que plus les jours passent, plus cette faute a été... Plus il s'entête. Maintenant, il traite les députés socialistes de futiles. Il accuse les Verts de ne pas s'être opposés à la suspension de l'aide palestinienne. C'est n'importe quoi. Les Verts se sont opposés comme Nathalie Loiseau. Il fait n'importe quoi. Donc, Jean-Luc Mélenchon, ressaisissez-vous. Je pense que ce qu'il n'a pas compris, c'est que la NUPES a besoin de Mélenchon, mais Mélenchon a besoin de la NUPES. Sans la NUPES, vous savez, il sera ramené au score du parti de gauche. François de Rugy, c'est le dérapage de trop? Alors d'abord, moi je voudrais quand même remettre un peu ça en perspective, parce que je crois que ça n'est pas du tout un dérapage. Je crois que ça n'est pas du tout un hasard. C'est une stratégie qui est menée par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise maintenant depuis plusieurs années, qui est un virage d'ailleurs par rapport à des positions antérieures qu'il a pu avoir ou d'autres responsables de sa famille politique. Je ne parle pas du Parti Socialiste, etc. C'est sa famille politique. Oui, mais depuis même qu'il a quitté le Parti Socialiste. Et il a une stratégie qui est de dire on va conflictualiser, comme il dit, sur un sujet pourtant ô combien inflammable, qui est la relation avec l'islam. Il ne faut pas tourner autour du pot. Le conflit israélo-palestinien, pour lui, n'est qu'une occasion pour souffler sur les braises de ce qu'il pense être le ressentiment d'une partie des Français qui sont de confession de culture musulmane pour qu'ils votent pour lui. Ça a marché à la dernière présidentielle, ne l'oubliez pas. Les études post-électorales qui ont été faites après les élections ont montré que plus de 60% des gens qui se déclarent comme musulmans, ont voté pour lui. C'est énorme, vous vous rendez compte? C'est énorme. Aucun candidat ne peut dire la même chose sur aucune religion, par exemple. Et je pense que là, il pousse jusqu'au bout, et c'est pour moi absolument scandaleux, et c'est en effet une horreur. Quand vous regardez les tweets, pas simplement le premier, plein d'autres qui ont suivi, il continue dans cette voie. Là, je voyais par exemple un tweet de Mathilde Panot. Quel scandale! L'armée israélienne bombarde le Liban. Alors là, d'un seul coup, ils savent trouver des mots clairs. Et même, ils en rajoutent, parce que c'est pas vrai. L'armée israélienne n'a pas bombardé le Liban. Et heureusement, les soldats français qui sont dans la mission de l'ONU sont là, etc. C'est ridicule, vous voyez. Bon. Et après, quel scandale! La Commission européenne sanctionne le peuple palestinien. C'est faux, c'est pas le peuple palestinien. Mais voilà, tout est fait pour aller dans ce sens-là. Et je trouve que c'est très grave, parce qu'on sait que la sensibilité est à fleur de peau sur ce sujet. On le sait.
Français, évidemment, du côté, bien sûr, de la communauté juive, mais elle l'est aussi. Et moi, j'ai en mémoire ce que m'avait dit, justement, Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, il y a déjà plus de 10 ans. Il m'avait dit, ce qui est grave dans le conflit israélo-palestinien, c'est que d'un conflit de territoire, on est en train de glisser, il disait ça il y a 10 ans, dans un conflit de religion, une guerre de religion. Regardez ce qui se passe. C'est bien ça que le Hamas essaye d'activer. Pas simplement la cause palestinienne, la cause de non seulement l'islam, mais dévoyée dans un islamisme. Et d'avoir partout dans le monde, pas sur le monde arabe, non, sur le monde musulman, que les gens se lèvent contre Israël. Et donc ça, qu'un dirigeant politique français qui aspire à être président de la République joue ce jeu-là, je trouve ça particulièrement dangereux et particulièrement condamnable. Dans l'explication, d'abord, je pense que les gens des quartiers ont beaucoup voté, parce qu'on parle des quartiers, les études qui ont été faites pour Jean-Luc Mélenchon. Non, ceux qui déclarent une confession religieuse. Pas parce que parce que c'est cynique, c'est parce que simplement ils avaient le sentiment, il faut quand même remettre les choses dans l'ordre, que quelqu'un dans la classe politique les respectait. Il les respectait pas par démagogie, il les respectait par conviction. Ensuite, je pense que Jean-Luc Mélenchon, dans ce communiqué, renoue avec la grande lutte entre guillemets anticapitaliste et anti-impérialiste. J'entends tout ce que vous dites, hein, j'entends l'argument électoral. Moi, je connais Jean-Luc Mélenchon depuis 25 ans et je l'affirme haut et fort, je n'ai jamais entendu dans mes conversations avec Jean-Luc Mélenchon ni senti le moindre délire antisémite. Il faut quand même être extrêmement clair là-dessus. Moi, j'ai pas envie d'entendre dire que Jean-Luc Mélenchon est un antisémite. Pas plus que il faut savoir de quoi on parle. La France insoumise antisioniste. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'une partie de l'antisionisme est le faux-nez de l'antisémitisme, mais pas l'ensemble. Vous avez des juifs qui sont antisionistes, considèrent que la création de l'État d'Israël, la France insoumise, ça n'est pas sa position. La France insoumise, comme une partie de la gauche, a toujours dit, il faut 2 États. Donc, on peut pas accuser d'être d'antisionisme une formation politique qui revendique depuis toujours l'idée qu'il faut un État d'Israël, etc. Après, je crois qu'il y a dans cette posture idéologique, cette croyance, il y a l'idée qu'il faut lutter contre les impérialismes et par glissement, les impérialismes, Israël soutenu par les États-Unis, voilà. Pour moi, de toute façon, je l'ai dit, c'est un naufrage infréquentable. Je ne sais pas si c'est l'adjectif, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est rompu. Oui. Philippe Bilger. Bon, en un mot, moi je sens, je n'ai pas votre conscience politique et votre analyse, non, mais je le dis sans ironie. Moi je suis fasciné de voir à quel point Jean-Luc Mélenchon, depuis des années, a dégradé un immense talent. Et au fond, je sens chez LFI et chez lui une sorte de syndrome, volupté d'être seul contre tous. Oui, ça s'appelle. Au point de nier parfois les évidences, quoi. Qu'est-ce qu'aurait coûté de dire, comme Barnavi, on a un fanatisme terroriste et on a une politique imbécile à Israël? C'était grosso modo ce qu'ils disent, mais c'était plus acceptable. C'est intéressant ce que vous dites en une phrase, pardonnez-moi Cécile et Philippe, parce que je le théorise comme cela. Jean-Luc Mélenchon est dans un syndrome aujourd'hui de forteresse assiégée, et c'est tout à fait, c'est presque, j'avais envie de dire, c'est presque lambertiste, c'est presque, comment dirais-je, philosophique, c'est-à-dire nous contre le reste du monde. Mais quand il pleut et qu'il pleut vraiment, eh bien je ne vais pas expliquer qu'il ne pleut pas. Même si l'extrême droite dit avec moi, tiens, aujourd'hui il pleut, c'est complètement fou. Allez, il faut être factuel. Voilà, c'est ça. Allez, très bien. 0826 300 300. Brigitte est avec nous de Seine-et-Marne. Bonsoir, Brigitte. Oui, bonsoir. En fait, bonsoir Brigitte. Je vous écoute attentivement tous les soirs et en ce moment, ce que j'entends, c'est juste terrifiant parce qu'il y a quelque chose que personne n'a compris, j'ai l'impression, en tout cas pas sur votre plateau, en tout cas pas Françoise Degoire, c'est que c'est Daesh qu'on a en face. C'est Daesh qu'on a en face. Mais pas, bien sûr. C'est ce qu'elle dit. Mais c'est ce que j'ai dit. Pourquoi vous dites? Mais pourquoi vous me dites ça? Je vous dis ça parce que quand je vous entends parler, c'est juste exceptionnel quand même. On parle de la politique d'Israël, on parle de la religion, mais ça n'a rien à voir avec la religion. On a en face de nous Daesh, ce sont des monstres. On ne s'est pas posé la question pour Daesh si on avait le droit de se défendre ou pas. Et LFI sont simplement dans les mêmes outrances qui sont tout le temps. Est-ce que moi j'ai dit ça? Pour la Baïa, ils sont dans les outrances. Pour tout ce que vous voulez faire, il n'existe que par le buzz. Et effectivement, ils ont un vote musulman. Pourquoi? Parce que ce sont les imams qui ont appelé au vote. Et moi, je le sais par des amis musulmans qui m'ont expliqué. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe avec LFI. Et ils sont comme ça depuis
depuis tout le temps. Pardonnez-moi, pourquoi vous me mettez en cause? Je ne cesse de dire que c'est indéfendable la position de Mélenchon. Pourquoi vous me dites à moi ça? Je ne comprends pas. Parce que vous rendez responsable la politique israélienne de ce qui se passe. Mais là, ça n'a rien à voir avec la politique israélienne. Non, Brigitte. Vous des barbares. Vous n'aurez rien, vous n'aurez pas de paix, vous n'aurez personne qui va s'élever là-bas. Il n'y a pas d'opposition. Le Hamas ne tolère aucune opposition. Vous comprenez ça? Le Hamas tue tous les opposants. Mais Brigitte, excusez-moi, mais c'est ce que dit François. Où est-ce que vous m'avez entendu dire quoi que ce soit? Je connais le Hamas, moi j'ai été à Gaza, je sais très bien que le Hamas a mis au pas réglé la population palestinienne. Pourquoi vous me faites ce procès? Expliquez-moi pourquoi vous me faites ce procès. Brigitte, il y aura la paix s'il y a des gens politiques qui s'élèvent de la... Oui, dans 50 ans. Oui, dans 50 ans. Mais arrêtez, pourquoi vous dites ça? Quand le Hamas sera exterminé, voilà. Mais il sera, à mon avis, bien avant. Mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi négative? Je comprends pas. Pourquoi vous pensez pas qu'à un moment donné, il peut apparaître dans une population quelle qu'elle soit des gens de grande valeur? Il peut y en avoir, comme il peut y en avoir en Israël. Me dites pas que vous soutenez le gouvernement de Netanyahou. Bien sûr que vous le soutenez, et vous avez raison de le soutenir dans ce moment de crise. Mais ne m'expliquez pas que le gouvernement de Netanyahou est un grand gouvernement. Ça n'est pas vrai. Allez, Brigitte, je vous dis simplement que ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec la politique et rien à voir avec le fait bien sûr, je suis d'accord. Je vous dis simplement que le Hamas, ce sont des terroristes. C'est Daesh que vous avez entendu de vous, et avec Daesh, on le sait. On l'a pas fait. Qui transige? Je sais pas pourquoi on le ferait, parce que c'est des Israéliens. Et moi, je vous entends parler de paix, de solution à 2 États. De moi, ça me rend totalement dingue. C'est autre chose. C'est autre chose. Dans un kibbutz, en face de vous, vous n'avez pas des gens avec qui vous pouvez discuter de paix. Mais on est d'accord. Mais on est tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Mais vous liez des choses qui ne sont pas liables. Ça ne se lie pas. Voilà. Brigitte, vous restez avec nous. On donne la parole aussi à Emmanuel qui nous appelle au 0826 300 300. Emmanuel, une réaction? Écoutez, c'est très simple. On se souvient que Mélenchon avait fait comme score à la présidentielle de 2022 en Seine-Saint-Denis 49,9% et à Saint-Denis même 61,13%. C'était un succès incroyable. Il est évident qu'il a là un réservoir de voix considérable. La NUPES est une alliance électorale. Roussel, Panot et les autres savent très bien que sans ce vote, ils n'auront pas tous les électeurs, tous les élus dont ils ont besoin pour bien figurer aux élections européennes qui ont lieu en juin prochain. Donc, il est évident que, au contraire, Mélenchon profite de l'opportunité pour bien dire à tout cet électorat, regardez, vous voyez, je prends même le parti du Hamas. Donc, c'est pas du tout. Il s'agit de la politique. Il s'agit pas d'autre chose. Mélenchon est peut-être pas antisémite, mais lui, c'est un homme politique qui veut remplir opportuniste, c'est ça que je voulais dire un peu. Emmanuel, deux choses, je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas essentialiser, comment dirais-je, comme ça, les gens qui vivent et l'électorat musulman. Penser que l'électorat musulman, comment dirais-je, est forcément antisioniste et se réjouit de ce qui se passe en Israël, ça n'est pas évident du tout et ça n'est pas vrai. Et ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Jean-Luc Mélenchon, s'il fait ce calcul, et vous avez peut-être raison de dire qu'il le fait, il se trompe. Cet électorat, de toute façon, ne va pas voter aux européennes. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, ça va être une déculottée magistrale pour Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui au nom du vote utile à la présidentielle et qui ne voteront pas pour lui aux européennes pour cette raison-là. Vous n'imaginez pas les dégâts que ça a fait à gauche, je vous assure, ce qui s'est passé ce week-end. Mais Emmanuel... Oui. Emmanuel, on va laisser un petit mot à Brigitte de Seine-et-Marne. Brigitte, le mot de la fin. Le mot de la fin, peut-être. Vous êtes là, Brigitte? On n'a plus Brigitte. Si, on l'a. Brigitte. Soutien à Israël, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que vraiment, voilà, il n'y a que ça à faire. Non mais moi ce que je pense c'est que contrairement à ce que apparemment les gens pensent, c'est une affaire de religion depuis le début. Moi je me souviens de la guerre du Liban dans les années 70. On a bien vu que c'était une coalition sunnite, druze, chiite. On en a parlé contre les chrétiens. Donc Emmanuel, on en a parlé. On peut pas refaire le débat. Pardon, parce qu'on n'a plus le temps malheureusement. Merci, c'était passionnant. Merci beaucoup. Et Brigitte aussi. Merci beaucoup Brigitte. Merci beaucoup Emmanuel.
Emmanuel, merci de vos appels au 0826 300 300. Merci beaucoup Philippe Bilger. On se retrouve demain à 17h. Françoise de Goua, merci beaucoup. Merci beaucoup François de Rugy. Merci, bonne soirée. D'avoir passé ces moments avec nous. Le débat va continuer, bien entendu, sur Sud Radio. Parlons vrai, c'est le cas de le dire. Et là, on vient d'en avoir la preuve. Dans un instant, on va vous parler emploi, parce que ça, c'est aussi important. Emploi en ruralité. Voilà. J'adore ça. Allez, à tout de suite.